Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, tous les soirs nous mettons tout en œuvre pour vous faire apprécier un ouvrage de la littérature française ou étrangère. Parfois aussi nous interviewons des auteurs récents. Donc ce soir j'ai le plaisir de continuer la lecture de La Maison Tellier de Guy de Maupassant. L'essentiel des thèmes phares de l'auteur sont présents dans ce roman. La prostitution, l'adultère, l'angoisse, la parenté non assumée, piège du mariage, duplicité, appât du gain. Dans ce recueil qui chronologiquement arrive en premier plan dans la production de l'auteur, en enlevant bien sûr le cas un peu particulier de Boule de Suif. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN, lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées. N'hésitez surtout pas, nous allons continuer la lecture. Donc je rappelle que ce sont à l'heure actuelle tout un clan de prostituées qui s'en vont vers un village afin de communier une petite fille. Enfin, ce n'est pas elles qui vont la communier, mais vont l'accompagner dans sa communion. Voilà, donc nous en sommes là pour l'instant. Le prêtre, qui s'était assis quelque temps, remonta vers l'autel, et tête nue, couvert de ses cheveux d'argent, avec des gestes tremblants, il approchait de l'acte surnaturel. Il se tourna vers les fidèles, et les mains tendues vers eux prononça « Orate, fratre ». Priez, mes frères. Ils priaient tous. Le vieux curé balbutiait, maintenant tout bas les paroles mystérieuses et suprêmes. La clochette tintait coup sur coup. La foule prosternée appelait Dieu. Les enfants défaillaient d'une anxiété démesurée. C'est alors que Rosa, le front dans ses mains, se rappela tout à coup sa mère, l'église de son village, sa première communion. Elle se crut revenue à ce jour-là, quand elle était si petite, toute noyée en sa robe blanche, et elle se mit à pleurer. Elle pleura doucement d'abord. Les larmes lentes sortaient de ses paupières. Puis, avec ses souvenirs, son émotion grandit, et le cou gonflé, la poitrine battante, elle sanglota. Elle avait tiré son mouchoir, s'essuyait les yeux, se tamponnait le nez et la bouche pour ne point crier. Ce fut en vain. Une espèce de râle sortit de sa gorge, et deux autres soupirs profonds, déchirants, lui répondirent. Car ses deux voisines, abattues près d'elle, Louise et Flora, étreintes des mêmes souvenances lointaines, gémissaient aussi avec des torrents de larmes. Mais comme les larmes sont contagieuses, Madame, à son tour, sentit bientôt ses paupières humides, et se tournant vers sa belle-sœur, elle vit que tout son banc pleurait ainsi. Le prêtre engendrait le corps de Dieu. Les enfants n'avaient plus de pensée, jetés sur les dalles par une espèce de peur dévote. Et dans l'église, de place en place, une femme, une mère, une sœur, saisie par l'étrange sympathie des émotions poignantes, bouleversée aussi par ces belles dames, à genoux, que secouaient des frissons et des hoquets, trempait son mouchoir d'indienne à carreaux, et de la main gauche, pressait violemment son cœur bondissant. Comme la flamèche qui jette le feu à travers un champ mûr, les larmes de Rosa et de ses compagnes gagnèrent en un instant toute la foule. Hommes, femmes, vieillards, jeunes gars en blouse neuve, tous bientôt sanglotèrent, et sur leur tête semblait planer quelque chose de surhumain. Une âme épandue, le souffle prodigieux d'un être invisible et tout-puissant. Alors, dans le cœur de l'église, un petit coup sec retentit. La bonne sœur, en frappant sur son livre, donnait le signal de la communion. Et les enfants, grelottant d'une fièvre divine, s'approchèrent de la table sainte. Toute une file s'agenouillait. Le vieux curé, tenant en main le ciboire d'argent doré,
passer devant eux, leur offrant entre leurs doigts l'hostie sacrée, le corps du Christ, la rédemption du monde. Ils ouvraient la bouche avec des spasmes, des grimaces nerveuses, des yeux fermés, la face toute pâle et la longue nappe étendue sous leur menton frémissait comme de l'eau qui coule. Soudain, dans l'église, une sorte de folie courut. Une rumeur de foule en délire, une tempête de sanglots, avec des cris étouffés. Cela passa comme ces coups de vent qui courbent les forêts. Et le prêtre, resté debout, immobile, une hostie à la main, paralysé par l'émotion, se disant « C'est Dieu qui est parmi nous, qui manifeste sa présence, qui descend à ma voix sur son peuple agenouillé. » Et il balbutiait. Des prières affolées, sans trouver les mots, des prières de l'âme, dans un élan furieux vers le ciel. Il acheva de donner la communion avec une telle surexcitation de foi que ses jambes défaillaient sous lui. Et quand lui-même eut bu le sang de son Seigneur, il s'abîma dans un acte de remerciement éperdu. Derrière lui, le peuple, peu à peu, se calmait. Les chantres, relevés dans la dignité du surplis blanc, repartaient d'une voix moins mûre, moins sûre, encore mouillée. Et le serpent aussi semblait enroué comme si l'instrument lui-même eût pleuré. Alors le prêtre, levant les mains, leur fit signe de se taire, et passant entre les deux haies de communion, perdu en des extases de bonheur, il s'approcha jusqu'à la grille du chœur. L'assemblée s'était assise au milieu d'un bruit de chaises, et tout le monde à présent se mouchait avec force. Dès qu'on aperçut le curé, on fit silence, et il commença à parler d'un ton très bas, hésitant, voilé. « Mes chers enfants, mes chères sœurs, mes chers frères, je vous remercie du fond du cœur. Vous venez de me donner la plus grande joie de ma vie. J'ai senti Dieu qui descendait sur nous à mon appel. Il est venu, il était là, présent, qui emplissait vos âmes, faisait déborder vos yeux. Je suis le plus vieux prêtre du diocèse. J'en suis aussi aujourd'hui le plus heureux. Un miracle s'est fait parmi nous. Un vrai, un grand, un sublime miracle. Pendant que Jésus-Christ pénétrait pour la première fois dans le corps de ses petits, le Saint-Esprit, l'oiseau céleste, le souffle de Dieu, s'est abattu sur vous, s'est emparé de vous, vous a saisi, courbé comme des roseaux sous la brise. Puis d'une voix plus claire, se tournant vers les deux bancs où se trouvaient les invités du menuisier. Merci surtout à vous, mes chères sœurs, qui êtes venues de si loin, et dont la présence parmi nous, dont la voix visible, dont la piété si vive ont été pour tous un salutaire exemple. Vous êtes l'édification de ma paroisse. Votre émotion a échauffé les cœurs. Sans vous, peut-être, ce grand jour n'aurait pas eu ce caractère vraiment divin. Il suffit parfois d'une seule brebis d'élite pour décider le Seigneur à descendre sur le troupeau. La voix lui manquait. Il ajouta : « C'est la grâce que je vous souhaite. Ainsi soit-il. » Et il remonta vers l'autel pour terminer l'office. Maintenant, on avait hâte de partir. Les enfants eux-mêmes s'agitaient, là, d'une si longue tension d'esprit. Ils avaient faim, d'ailleurs, et les parents, peu à peu, s'en allaient, sans attendre le dernier évangile, pour terminer les apprêts du repas.
Ce fut une cohue à la sortie, une cohue bruyante, un charivari de voix criardes, où chantait l'accent normand. La population formait deux haies, et lorsque parurent les enfants, chaque famille se précipita sur le sien. Constance se trouva saisie, entourée, embrassée par toute la maisonnée de femmes. Rosa, surtout, ne se lassait pas de l'étreindre. Enfin, elle lui prit une main. Madame Tellier s'empara de l'autre. Raphaël et Fernande relevèrent sa longue jupe de mousseline pour qu'elle ne traînât point dans la poussière. Louise et Flora fermaient la marche avec Madame Rivet, et l'enfant recueillie, toute pénétrée par le Dieu qu'elle portait en elle, se mit en route au milieu de cette escorte d'honneur. Le festin était servi dans l'atelier sur de longues planches portées par des traverses. La porte ouverte, donnant sur la rue, laissait entrer toute la joie du village. On se régalait partout. Par chaque fenêtre, on apercevait des tablés de sons en goguettes. Les paysans en bras de chemise buvaient du cidre pur, à plein verre. Et au milieu de chaque compagnie, on apercevait deux enfants. Ici 2 filles, là 2 garçons, dînant dans l'une des 2 familles. Quelquefois, sous la lourde chaleur du midi, un char à banc traversait le pays au trot sautillant d'un vieux bidet. Et l'homme, en blouse, qui conduisait, jetait un regard d'envie sur toute cette ripaille étalée. Dans la demeure du menuisier, la gaieté gardait un certain air de réserve, un reste de l'émotion du matin. Rivet seul était en train et buvait outre mesure. Madame Tellier regardait l'heure à tout moment, car pour ne point chômer 2 jours de suite, on devait reprendre le train de 3h55, qui les mettait à Fécamp vers le soir. Le menuisier faisait tous ses efforts pour détourner l'attention et gardait son monde jusqu'au lendemain. Mais madame ne se laissait point distraire, et elle ne plaisantait jamais quand il s'agissait des affaires. Aussitôt que le café fut pris, elle ordonna à ses pensionnaires de se préparer bien vite, puis, se tournant vers son frère, « Toi, tu vas atteler tout de suite. » Et elle-même alla terminer ses derniers préparatifs. Quand elle redescendit, sa belle-sœur l'attendait pour lui parler de la petite, et une longue conversation eut lieu, où rien ne fut résolu. La paysanne finassait faussement attendrie, et Madame Tellier, qui tenait l'enfant sur ses genoux, ne s'engageait à rien, promettait vaguement. On s'occuperait d'elle, on avait du temps. On se rêverait d'ailleurs. Cependant, la voiture n'arrivait point, et les femmes ne descendaient pas. On entendait même en haut de grands rires, des bousculades, des poussées de cris, des battements de mains. Alors, tandis que l'épouse du menuisier se rendait à l'écurie pour voir si l'équipage était prêt, madame, à la fin, monta. Rivet, très pochard et à moitié dévêtu, essayait, mais en vain, de violenter Rosa, qui défaillait de rire. Les 2 pompes le retenaient par les bras et tentaient de le calmer, choqués par cette scène après la cérémonie du matin. Mais Raphaël et Fernande l'excitaient, tordus de gaieté, se tenant les côtés, et elle jetait des cris aigus à chacun des efforts inutiles de l'ivrogne. L'homme furieux, la face rouge, tout débraillé, secouant en des efforts violents les 2 femmes cramponnées à lui, tirait de toutes ses forces sur la jupe de Rosa en bredouillant. « Salope, tu ne veux pas ?» Mais madame, indignée, s'élança, saisit son frère par les épaules et le jeta dehors si violemment qu'il alla frapper contre le mur. Une minute plus tard, on l'entendait dans la cour qui se pompait de l'eau sur la tête. Et quand il reparut dans sa carriole, il était déjà tout apaisé. On se remit en route pour la veille. Et le petit cheval blanc repartit de son allure vive et dansante. Sous le soleil ardent, la joie assoupie pendant le repas se dégageait. Les filles s'amusaient maintenant des cahots de la guimbarde, poussaient même les chaises des voisines, éclataient de rire à tout instant, mises en train d'ailleurs par les vaines tentatives de Rivet. Une lumière folle emplissait les champs, une lumière miroitant aux yeux,
et les roues soulevaient des 2 sillons de poussière qui voltigeaient longtemps derrière la voiture sur la grande route. Tout à coup, Fernande, qui aimait la musique, supplia Rosa de chanter, et celle-ci entama gaillardement le gros curé de Meudon. Mais madame tout de suite la fit taire, trouvant cette chanson peu convenable en ce jour. Elle ajouta « Chante-nous plutôt quelque chose de Béranger ». Alors Rosa, après avoir hésité quelques secondes, fixa son choix et de sa voix usée commença la grand-mère. Ma grand-mère, je ne vais pas vous la chanter, je vous explique. Ma grand-mère, un soir à sa fête, de vin pur ayant bu de doigts, nous disait en branlant la tête que d'amoureux j'eus autrefois. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Et le cœur des filles que madame elle-même conduisait reprit. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Ça, c'est tapé, déclara Rivet, allumé par la cadence. Et Rosa aussitôt continua. Quoi, maman? Vous n'étiez pas sage? Non, vraiment. Et de mes appas, seule à 15 ans, j'appris l'usage, car la nuit, je ne dormais pas. Tous ensemble hurlèrent le refrain, et Rivet, tapait du pied sur son brancard, battait la mesure avec les rênes sur le dos du bidet blanc, qui, comme s'il lui était lui-même enlevé par l'entrain du rythme, prit le galop, un galop de tempête, précipitant ces dames en tas, les unes sur les autres, dans le fond de la voiture. Elles se relevèrent en riant comme des folles, et la chanson continua, braillée à tue-tête à travers la campagne, sous le ciel brûlant, au milieu des récoltes mûrissantes, au train enragé du petit cheval qui s'emballait maintenant à tous les retours du refrain, et piquait chaque fois ses 100 mètres de galop, à la grande joie des voyageurs. De place en place, quelques casseurs de cailloux se redressaient et regardaient à travers son loup de fil de fer cette carriole enragée et hurlante emportée dans la poussière. Quand on descendit devant la gare, le menuisier s'attendrit. « C'est dommage que vous partiez. On aurait bien rigolé. » Madame lui répondit sensément. Toute chose en son temps. On ne peut pas s'amuser toujours. Alors une idée illumina l'esprit de Rivet. « Tiens, dit-il, j'irai vous voir à Fécamp le mois prochain. » Et il regarda Rosa d'un air rusé avec un œil brillant et polisson. « Allons, conclut madame, il faut être sage. Tu viendras si tu veux, mais tu ne feras point de bêtises. » Il ne répondit pas, et comme on entendait siffler le train, il se mit immédiatement à embrasser tout le monde. Quand ce fut au tour de Rosa, il s'acharna à trouver sa bouche, que celle-ci, riant derrière ses lèvres fermées, lui dérobait chaque fois par un rapide mouvement de côté. Il la tenait en ses bras, mais il n'en pouvait venir à bout, jeûné par son grand fouet qu'il avait gardé à sa main et que, dans ses efforts, il agitait désespérément derrière le dos de la fille. Les voyageurs pour Rouen. « En voiture !» cria l'employé. Elles montèrent. Un mince coup de sifflet partit, répété tout de suite par le sifflement puissant de la machine qui cracha bruyamment son premier jet de vapeur pendant que les roues commençaient à tourner un peu avec un effort visible. Rivet, quittant l'intérieur de la gare, courut à la barrière pour voir encore une fois Rosa. Et comme le wagon plein de cette marchandise humaine passait devant lui, il se mit à faire claquer son fouet en sautant et en chantant de toutes ses forces. « Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. » Puis il regarda s'éloigner un mouchoir blanc qu'on agitait. Chapitre 3. Elles dormirent jusqu'à l'arrivée, du sommeil paisible des consciences satisfaites, et quand elles rentrèrent au logis, rafraîchies, reposées, pour la besogne de chaque soir, madame ne put s'empêcher de dire « C'est égal, il m'ennuyait déjà de la maison. »
On soupa vite. Puis, quand on eut repris le costume de combat, on entendit les clients habituels et la petite lanterne allumée. La petite lanterne de Madone indiquait aux passants que dans la bergerie, le troupeau était revenu. En un clin d'œil, la nouvelle se répandit. On ne sait comment, on ne sait par qui. Monsieur Philippe, le fils du banquier, poussa même la complaisance jusqu'à prévenir par un exprès Monsieur Tourneveau, emprisonné dans sa famille. Le saleur avait justement jusqu'à chaque dimanche plusieurs cousins à dîner, et l'on prenait le café quand un homme se présenta avec une lettre à la main. Monsieur Tourneveau, très ému, rompit l'enveloppe et devint pâle. Il n'y avait que ces mots tracés au crayon. Chargement de morue retrouvé. Chargement de morue retrouvé, c'est très classe. Chargement de morue retrouvé. Navire entré au port. Bonne affaire pour vous. Venez vite. Il fouilla dans ses poches, donna 20 centimes au porteur et, rougissant soudain jusqu'aux oreilles, « Il faut, dit-il, que je sorte. » Et il tendit à sa femme le billet laconique et mystérieux. Il sonna puis, lorsque parut la bonne, « Mon pardessus, vite, vite, et mon chapeau !» À peine dans la rue, il se mit à courir en sifflant un air, et le chemin lui parut 2 fois plus long, tant son impatience était vive. L'établissement tellier avait un air de fête au rez-de-chaussée. Les voix tapageuses des hommes du port faisaient un assourdissant vacarme. Louise et Flora ne savaient à qui répondre. Buvaient avec l'un, buvaient avec l'autre, méritaient mieux que jamais leur sobriquet de pompe. On les appelait partout à la fois. Elles ne pouvaient déjà suffire à la besogne et la nuit pour elles s'annonçait laborieuse. Le cénacle du premier fut au complet, dès 9 heures. Monsieur Vasse, le juge au tribunal de commerce, le soupirant, attitré, mais platonique de madame, causait tout bas avec elle, dans un coin. Et ils souriaient tous les deux, comme si une entente était près de se faire. Monsieur Poulain, l'ancien maire, tenait Rosa à cheval sur ses jambes, et elle, nez à nez avec lui, promenait ses mains courtes dans les favoris blancs du bonhomme. Un bout de cuisse nue passait sous la jupe de soie jaune relevée, coupant le drap noir du pantalon, et les bas rouges étaient serrés par une jarretière bleue, cadeau du commis voyageur. La grande Fernande, étendue sur le sofa, avait les 2 pieds sur le ventre de monsieur Pimpès. Le percepteur et le torse sur le gilet du jeune monsieur Philippe, dont elle accrochait le cou de sa main droite, tandis que de la gauche, elle tenait une cigarette. Raphaël semblait en pourparler avec monsieur Dupuis, l'agent d'assurance. Et elle termina l'entretien par ces mots. « Oui, mon chéri, ce soir, je veux bien. » Puis, faisant seule un tour de valse rapide à travers le salon, « Ce soir, tout ce qu'on voudra, » cria-t-elle. La porte s'ouvrit brusquement et monsieur Tourneveau apparut. Des cris enthousiastes éclatèrent. « Vive Tourneveau !» Et Raphaël, qui pivotait toujours, alla tomber sur son cœur. Il la saisit d'un enlacement formidable et, sans dire un mot, l'enlevant de terre comme une plume, il traversa le salon, gagna la porte du fond et disparut dans l'escalier des chambres avec son fardeau vivant au milieu des applaudissements. Rosa, qui allumait l'ancien maire, l'embrassant coup sur coup, et tirant sur ses 2 favoris en même temps pour maintenir droite sa tête, profita de l'exemple. « Allons faire comme lui, » dit-elle. Alors le bonhomme se leva et, rajustant son gilet, suivit la fille en fouillant dans la poche où dormait son argent. Fernande et madame restèrent seuls avec les 4 hommes. Et M. Philippe s'écria « Je paye du champagne !» Madame Tellier envoyait chercher 3 bouteilles.
Alors Fernande, l'étreignant, lui demanda dans l'oreille. « Fais-nous danser si tu veux. » Il se leva et, s'asseyant devant l'épinette séculaire, endormi en un coin, fit sortir une valse enrouée, larmoyante, du ventre gaignant de la machine. La grande fille enlaça le percepteur. Madame s'abandonna au bras de Monsieur Vasse, et les deux couples tournèrent en échangeant des baisers. Monsieur Vasse, qui avait jadis dansé dans le monde, faisait des grâces, et Madame le regardait d'un œil captivé, de cet œil qui répond « oui », un « oui » plus discret et plus délicieux qu'une parole. Frédéric apporta le champagne. Le premier bouchon partit, et Monsieur Philippe exécuta l'invitation d'un quadrille. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma lecture de ce roman La Maison Tellier, qui est un des romans les plus connus de Guy de Maupassant, et son premier roman, si on ne compte pas Boule de Suif. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et je vous dis à tout bientôt pour la suite de cette lecture ou une autre. À tout bientôt, belle soirée, belle nuit, belle matinée pour certains.